Bonjour, bienvenue sur le plateau de Village Semences pour ce dernier grand rendez-vous de la semaine. Alors, pour ce dernier rendez-vous, nous allons aborder un sujet ô combien sensible, parfois complexe et pour le moins toujours polémique, celui de la création de nouvelles variétés. Quelle place pour des nouvelles variétés? Quels moyens pour les obtenir? Quelle place pour la recherche? Et accessoirement également, quelle place pour les attentes sociétales? C'est ce que nous allons voir avec nos invités. François Després, bonsoir. Vous êtes le président de SEMAE. Alors pour ceux qui ont loupé les épisodes précédents, SEMAE c'est la nouvelle GNIS. Et vous direz, on en reparlera tout à l'heure, vous me direz ce qui a un petit peu changé. Philippe Ribaud, bonsoir. Vous êtes représentant de la coordination rurale, agriculteur. Voilà, qui est d'ailleurs, j'allais dire, un des berceaux de la coordination rurale. On se souvient d'ailleurs de par chez vous une manifestation dans un village qui avait un nom prédestiné, Écublé. Nous allons retrouver également en duplex Franck Berger. Franck Berger, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes vice-président de l'Union française des semenciers. Et juste en dessous, sur l'écran, Christophe Boisard, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes agriculteur près d'Abbeville. Alors, première question, François Després, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il en est des semences comme d'autres industries, tout le monde en veut. Tout le monde veut des semences performantes, tout le monde veut sécuriser ses revenus. Seulement, dès qu'on veut parler des moyens à utiliser pour fabriquer, pour créer ces semences, là, il n'y a plus personne. C'est silence radio. Non, c'est pas silence radio, c'est plutôt beaucoup de bruit et des bruits de fond, de la cacophonie, toutes choses qui doivent être modérées. Alors ce qui est certain, c'est qu'il y a un consensus général dans le monde agricole et plus largement au sein de la société pour engager résolument l'agriculture dans ce qu'on appelle la transition agroécologique. Alors la transition agroécologique, ça requiert beaucoup de leviers d'action. Les variétés végétales, certainement, c'est un levier, un des leviers essentiels et les agriculteurs en sont convaincus, de même que les filières. Mais il y a d'autres leviers. Il y a naturellement tout ce qui se passe autour de la numérisation de l'agriculture. Il y a les produits de biocontrôle destinés à remplacer les pesticides. Et puis, plus que jamais, comme autrefois, et on l'avait peut-être un peu oublié plus récemment, c'est l'agronomie. Donc les variétés végétales font partie de la panoplie des outils pour réussir cette transition agroécologique et qui doit se faire dans un contexte compliqué. Il y a le défi du changement climatique avec la fréquence accrue des incidents climatiques extrêmes. Et pour ça, il faut des variétés plus résilientes à la sécheresse, au stress hydrique, à des nouveaux ravageurs, à des nouvelles maladies. Et la recherche en amélioration des plantes est plus que jamais nécessaire. Alors c'est vrai que quand on parle de recherche en amélioration des plantes, il y en a qui sortent, je ne veux pas faire de mauvaises plaisanteries, mais qui sortent les fourches, quoi. On ne veut pas entendre parler on veut bien des produits, mais on ne veut pas entendre parler de ce qui se passe en cuisine. Je crois que le terme d'amélioration des plantes, de sélection végétale, effraie certains dans la mesure où ils ont l'impression que nous faisons quelque chose qui n'est pas naturel ou qui ne respecte pas la nature. Mais cela oublie que l'évolution, elle s'est faite à coup de mutations qui ont été sélectionnées, soit par la nature et par l'homme depuis plus de 100 ans. C'est la base de l'amélioration des plantes. Aujourd'hui, le problème, c'est qu'on n'a pas le temps d'attendre que la nature crée des accidents et crée aussi des réussites, parce qu'on a le défi alimentaire, le défi du changement climatique, comme je le disais. Philippe Ribaud, pardon. Pourquoi je vous appelle François Ribaud? Philippe Ribaud, quand on parle justement de recherche, tout ça, est-ce que vous êtes... vous suivez le mouvement ou est-ce que vous êtes pieds sur les freins en disant attendez, dans la recherche, on a vu ce que ça a donné dans le passé, on va se calmer un petit peu?
Non, on n'est pas pied sur les freins. Il faut pas. Tout homme sur notre terre doit pas agir et vivre en marche arrière, enfin avancer en marche arrière. Donc là, on a besoin de recherche. Là où c'est plus difficile, c'est pour se trouver, alors pas dans notre esprit, mais dans ce que l'on voit et ce que l'on peut demander aux semenciers, c'est d'être accord avec la société. Et cette société, elle est vraiment exigeante à différents niveaux. Et là, on n'arrive plus à savoir ce que l'on veut. C'est-à-dire ce que l'on veut dans les nouvelles technologies qui vont être utilisées et dans ce que le peuple et la population et ses consommateurs qui sont nos destinataires finaux de nos produits, ce que ce peuple va accepter. Je ne suis pas pour le saccage de culture en place dans les essais qui sont faits, qui peuvent être faits. Il faut bien que la science recherche et mette des choses au point. Cependant, il faut être en accord, comme je disais, avec ce que la population veut. J'en veux pour preuve quelque chose qui m'a fortement contrarié dans ma jeunesse, c'est l'arrivée des OGM. Et autant comme le terme ne me faisait pas peur, mais de savoir que les gènes avaient été tripatouillés pour absorber du glyphosate en veux-tu en voilà. Aujourd'hui, quand on nous gêne, ou quand on nous court après à coup de pénalités financières sur nos exploitations pour nous empêcher d'appliquer une petite dose de glyphosate sur certaines mauvaises herbes après récolte, et que l'on sait la teneur en glyphosate du soja OGM, là ça me donne des boutons, ça m'en donne encore, puisque j'ai la chance d'avoir des petits-enfants, et que pas plus tard que la semaine dernière, notre deuxième, la petite fille, là, 4 ans, nous dit avoir mangé un repas végétarien à sa 3e année de maternelle, et elle nous a sorti tout de suite, c'était pas bon, et elle a dit heureusement, j'ai pu manger 4 morceaux de fromage, et pourtant vous verriez la belle petite gamine, elle est mince comme mon petit doigt, et puis elle est pas bête, et notre fille nous dit que chaque jour, quand elle a ce repas dans la semaine là, à son école, et bien le soir elle a faim, elle se jette sur tout ce qui bouge. Donc mettons de la raison là-dedans. Voyons un peu par des sondages peut-être auprès de la population. Alors un grand sondage quoi, pas un petit truc à la sortie des écoles ou par des jeunes mères de famille, un peu tout âge. Et puis voyons où est-ce qu'on peut aller et ce que nos chercheurs vont pouvoir trouver. Christophe Voisard, votre sentiment aussi sur cette nécessité de la recherche, mais cette difficulté, on va dire, de faire accepter le fait de la recherche? Par rapport à mon collègue qui vient de parler juste avant, je suis beaucoup plus enthousiaste par rapport aux besoins. Enfin, c'est vrai que les OGM ont été beaucoup critiqués. Sont aujourd'hui un gros mot, alors que si on regarde vraiment sur le terrain ce que ça a permis, ça a quand même été des avancées. Après, il y a eu un modèle américain qui n'est pas celui qui aurait pu être si jamais on avait développé les OGM en Europe. Et donc, comparer, c'est assez compliqué. Et aujourd'hui, par rapport aux nouvelles technologies, je pense que si jamais on n'y va pas, on risque de prendre beaucoup de retard dans la transition effectivement agroécologique. Enfin, les variétés plus tolérantes aux maladies, plus tolérantes aux virus, au changement climatique. Enfin, il est évident qu'il faut y aller, mais il faut qu'on arrive à expliquer effectivement à l'opinion publique la nécessité de cette innovation. Franck Berger, vice-président de l'Union française des semences, c'est un discours que vous entendez, que vous partagez? Oui, absolument, c'est un discours que nous partageons complètement. La question souvent, c'est que en matière d'innovation variétale, on a un peu tendance à mélanger la question du produit et de sa finalité et la question de la technique. Effectivement, ce dont nous avons besoin tous, ce sont de produits qui vont satisfaire ou continuer de satisfaire aux besoins qui sont exprimés par la société dans son ensemble, que ce soit des besoins quantitatifs, parce que je pense qu'il faut quand même pas les oublier, des besoins qualitatifs. Je voudrais remettre un petit élément de contexte dans notre discussion. François Després l'a dit tout à fait justement. On est aujourd'hui en transition agroécologique et en particulier le programme européen dans le cadre du Pacte vert, le programme spécifiquement qui s'adresse
à l'agriculture qui s'appelle Farm to Fork, de la ferme à la fourchette, voilà, de la fourche à la fourchette, fixe des objectifs extrêmement ambitieux en matière de réduction des pesticides, 50% d'ici 2030, en matière de réduction des engrais, en matière de diminution des surfaces occupées par l'agriculture, et bien évidemment, pour répondre à des enjeux de cette nature, avec ce pas de temps extrêmement rapide, il est absolument nécessaire que l'on puisse en même temps accélérer le pas d'innovation pour que ces solutions débouchent extrêmement rapidement. Je voudrais partager avec vous, oui, allez. Non, je t'en prie. Je vais partager avec vous un chiffre, c'est le chiffre du pourcentage du chiffre d'affaires des entreprises semencières en France qui sont engagées dans la recherche, qui est de 13% de dépenses de R&D sur le chiffre d'affaires. Donc c'est un effort extrêmement important et nous avons besoin que cet effort continue à être important pour soutenir tous les besoins d'innovation dont nous avons effectivement qui se font jour, en particulier dans le cadre de cette stratégie européenne. Alors justement, on va reparler dans un instant, François Després, de tout ce qui est recherche, développement, programme de recherche et aussi budget pour la recherche. Mais moi, pour revenir sur ce que disait Philippe Ribaud tout à l'heure, on parlait des OGM. Je voulais vous poser une petite question d'actualité. En ce moment, il y a un sujet qui est sur toutes les lèvres et dans toutes les conversations, et d'ailleurs, juste avant qu'on monte sur ce plateau, on en parlait, c'est celui du vaccin contre la Covid-19. Et on s'aperçoit que deux de ces vaccins, celui de Pfizer, BioNTech et celui de Moderna, sont issus de quelque part de techniques OGM avec ce qu'on appelle l'ARN messager. Et là, tout le monde est d'accord, et tout le monde le veut ce vaccin, et tout le monde les veut ces vaccins. Donc, est-ce que quelque part, vous ne pensez pas que grâce au vaccin et à cette technologie, finalement, on va changer un peu notre vision des OGM? On peut l'espérer en tout cas, et vous avez raison de pointer un paradoxe, c'est que s'agissant de la santé humaine, et aussi de la santé animale d'ailleurs, on accepte la mise en œuvre de ces technologies sous forme de produits, dont des vaccins, et quand il s'agit des plantes, et donc de l'alimentation, on est beaucoup moins ouvert. Pour revenir aux OGM, il faut tout de même être conscient qu'aujourd'hui, il y a près de 190 millions d'hectares d'OGM qui sont cultivés dans le monde. On sait bien dans quelle région du monde. On a un recul de 30-35 ans sur ces technologies. D'un point de vue sanitaire, il n'y a eu aucune catastrophe. D'un point de vue agronomique, naturellement, on a vu apparaître ça et là des résistances, des adventices, des mauvaises herbes résistantes aux herbicides, mais c'est lié à une pratique agronomique mauvaise et un contrôle insuffisant de la mise en œuvre de ces technologies. Donc, il ne faudrait pas que ce qu'on appelle les techniques d'édition de gènes, dont on va sans doute parler, connaissent le même destin que la transgénèse et que les OGM. Et peut-être que la crise sanitaire actuelle, qui montre que la science peut aller vite, et quand on a besoin du vaccin, on accepte cette rapidité, puisqu'en un an, on a produit des vaccins qui vont être utilisés par des centaines de millions de personnes. On n'a pas le recul suffisant, mais on l'accepte. Philippe Ribaud, tout à l'heure vous disiez, moi les OGM ça me donne des boutons, peut-être que celui-là il vous en donne un peu moins? Un peu moins, pour l'instant, il ne me donne pas de boutons puisque je ne suis pas vacciné. Bon, on est très peu nombreux à être vaccinés sur ce plateau, je vous rassure. Et j'ai une femme qui travaille dans le milieu médical, donc j'ai quelques petites informations qui me tombent dans l'oreille assez régulièrement. Effectivement, François Després a raison et j'y pense bien à cela. Voilà, mais c'est dans cette suprématie. Alors après, j'ai entendu monsieur là tout à l'heure de l'UFS défendre un petit peu la recherche, Franck Berger et autres, mais moi je suis là aussi pour défendre le revenu des agriculteurs. Et quand je vois que le soja OGM a supplanté, de par sa bonne productivité dans les pays où il est cultivé, a supplanté complètement nos pois protéagineux, qui est une espèce qui avait sauvé la France de son manque de protéines dans les années
1974, quand il y a eu le clash pétrolier de ces années-là. Je trouve qu'on a quand même mis à la poubelle les pois protéagineux rapidement, faute de rentabilité, avec cette concurrence déloyale. Alors ça, ce sont quand même les hommes politiques qui ont organisé cela, avec des accords commerciaux, les accords du GATT, où on a échangé des avions contre des avions français, contre de la nourriture américaine et brésilienne. Je trouvais que la part était un peu, enfin le jeu était dangereux pour l'alimentation de nos Européens. Et quand je sais qu'il rentre 33 à 34 millions de tonnes de soja OGM dans notre Europe à l'heure actuelle, je suis quand même un petit peu, pas avec des boutons, mais toujours mécontent de ne pas pouvoir faire et d'en vivre les cultures de protéagineux chez moi, avec ces plantes qui sont ô combien écologiques, puisque ce sont des protéagineux et qui fixent l'azote de l'air que l'on respire chaque seconde de notre vie. Et au lieu de nous courir après avec les nitrates, eh bien, on ferait mieux de rétablir un équilibre qui permet de donner de l'agronomie à nos fermes, plus d'agronomie, plus d'alternance de culture, moins de pesticides répétés. Enfin, on retrouverait un peu un bonheur qu'on a perdu pour des raisons économiques qui nous ont complètement échappé, sur lequel certains en disent amen, mais pas tous. Alors, je voudrais qu'on parle justement de l'avenir, du futur. Franck Berger, vous parlez tout à l'heure du budget consacré à la recherche. Aujourd'hui, cette recherche, elle va dans quelle direction ? La recherche, elle va dans la direction, je dirais, qu'elle a toujours suivi, c'est-à-dire à la fois d'améliorer les variétés sur le plan de leur performance quantitative, c'est-à-dire en fait la quantité de matière produite par l'agriculture par unité de surface, mais également sur le plan, moi j'ai mon horloge derrière moi, sur le plan qualitatif, à savoir en particulier la résistance à l'ensemble des stress, que ce soit des stress biotiques, donc l'agression par des pathogènes ou des agents contre les plantes, ou des stress abiotiques, qui sont en fait les stress liés à des facteurs environnementaux non biologiques. Également, la recherche va dans la direction de l'amélioration de la qualité des produits, l'amélioration intrinsèque des produits, donc que ce soit la qualité protéique chez le blé, que ce soit les qualités des huiles sur les espèces à caractère oléagineux, ou les caractères organoleptiques dans les cultures légumières. Donc tout ça, c'est la direction dans laquelle, je dirais, la recherche a toujours été orientée, puisque tous ces facteurs sont donnés de front. On va se retrouver dans un instant parce que la liaison son est un petit peu difficile, donc on va remédier à tout ça, puis on va se retrouver dans un instant, Franck Berger. François Després, en écoutant Philippe Ribaud tout à l'heure, j'avais l'impression d'entendre un discours ou quelque chose qu'on a souvent entendu, c'était mieux avant. Alors, est-ce que quelque part, c'était pas mieux avant ? C'est sans doute lié à l'âge que tous les deux nous avons. On commence à être un peu nostalgique du passé. Non, je ne suis pas certain que c'était mieux avant. En tout cas, ce dont je suis convaincu, c'est qu'il faut tirer les leçons du passé et éviter que ce qui s'est produit avec les OGM, et il y aurait beaucoup à dire, il y a l'aspect scientifique, il y a aussi, Philippe Ribaud en a parlé, il y a le modèle d'agriculture que ça a véhiculé dans certains pays, notamment dans des pays d'Amérique du Sud comme l'Argentine et le Brésil. Donc il faut analyser tout ça, mais on a tout de même des défis à relever. On a des défis liés à l'environnement, on a des défis liés à l'alimentation, et il est évident que la science a un rôle majeur à jouer et les nouvelles technologies doivent pouvoir prendre leur place. Mais il faut qu'elles soient acceptées par la société. Je crois que ce que nous a enseigné la leçon de la crise autour des OGM, qui est une crise sociétale, c'est qu'il faut de l'explication. Et cette explication, elle doit être conduite, selon moi, par les élus. Et aujourd'hui, ce qu'on voit, notamment à travers les décisions récentes en 2018 de la Cour de justice de l'Union européenne ou plus récemment du Conseil d'État, c'est que les élus, le pouvoir politique se tourne vers les juges pour dire ce qu'il faut faire ou ce qu'il ne faut pas faire. Et les juges ne sont pas des scientifiques, et ce sont des citoyens parmi d'autres, et donc on a de mauvaises décisions. Donc il faut traiter les choses différemment, associer la population, les citoyens, les consommateurs, mais on ne peut pas se permettre de bloquer la science. Alors aujourd'hui, on ne parle effectivement plus d'OGM, mais on parle de NBT, on parle de génotypage.
quelque part des nouveaux mots, mais qui vont peut-être aussi générer les mêmes inquiétudes, non? En tout cas, Certains disent les NBT, ils sont bien gentils, mais c'est l'OGM qui a été relooké. Oui, ils disent même précisément que ce sont des OGM cachés. Et comme le disait Franck Berger, je pense qu'il faut juger à travers les produits qui sont créés. Est-ce qu'ils sont différents de ce qu'aurait produit la nature, sans doute spontanément, ou tout au long d'une évolution très longue, un délai qu'on ne peut pas attendre. C'est vraiment... moi, je crains vraiment que ces techniques d'édition de gènes qui sont porteurs de plein de réponses aux défis de l'agriculture aujourd'hui, que ces techniques-là connaissent le même sort que la transgénèse, ce serait vraiment un drame. Du point de vue de la recherche, effectivement, un drame. Du point de vue économique, est-ce que ça y aurait aussi des conséquences? J'espère qu'on n'aura pas à les mesurer, mais ce qui est certain, c'est que dans le monde, on voit un certain nombre de pays, y compris des pays qui n'avaient pas autorisé la culture des OGM, qui autorisent l'édition de gènes et qui considèrent que les variétés issues de ces techniques sont des variétés comme les autres, qui doivent naturellement subir des épreuves, des examens avant d'être mises en marché, être inscrites à un catalogue national de variétés avant d'être produites et proposées aux agriculteurs. On voit par exemple le Royaume-Uni depuis le Brexit qui accélère l'adoption de l'édition de gènes pour la création de variétés végétales, en se réjouissant de ne plus être entravé par la position incertaine de l'Union européenne. Alors justement, Christophe Boizard, vous en pensez quoi de tout ça? Parce que c'est vrai qu'on s'aperçoit, vous le disiez fort justement, François-Lépré, la Grande-Bretagne hors Union européenne se permet des choses que malheureusement nous ne pouvons pas faire, et quelque part ça peut donner l'impression encore que nous allons souffrir de tout ça et souffrir de cette concurrence. C'est évident, surtout que, sachant que la France est quand même aujourd'hui le premier exportateur de semences au niveau mondial, le pas des NBT, c'est quand même un gros souci pour l'avenir. Ensuite, même par rapport à la transition agroécologique, ne pas c'est à coup sûr louper l'exercice, quoi. On va vous retrouver parce que décidément, je crois que sans doute le samedi après-midi, tous les jeunes de France et de Navarre sont tous en train d'être sur Instagram et sur TikTok, parce que c'est l'heure généralement où on prépare les chorégraphies pour TikTok. J'en parle en connaissance de cause, et tous ceux qui ont des adolescents dans leur famille savent de quoi je parle. Mais Philippe Ribaud, vous, génotypage, NBT, tout ça, toutes ces technologies, ça vous pose un problème ou pas? Ah non, ça me pose pas de problème si c'est pour apporter un bien-être aux agriculteurs et à nos amis consommateurs. Moi, je laisse la société arbitrer cela, mais comme l'a dit François Després, il y a trop de juges qui n'y connaissent rien et qui prennent des décisions qui vont à l'encontre des intérêts de la population, des consommateurs et des agriculteurs aussi. Je voulais revenir quelques mots sur c'était mieux avant. Effectivement, nous avons un certain âge, mais on a aussi derrière nous une grande expérience, et que dans le cadre de je voudrais bien que ça revienne comme c'était avec les protéines que je pourrais cultiver sur mon exploitation agricole et que mon fils pourrait cultiver dès maintenant, ça serait quand même plus le bonheur d'implanter des pois que d'implanter les dizaines d'hectares de colza que j'ai, où on apporte pas mal de produits phyto et puis pas mal d'engrais artificiels dessus, alors que nos pois, je l'ai dit tout à l'heure, captent l'azote de l'air et on leur apporte 0 unité d'azote dessus. Donc c'est pour le bonheur de tout le monde, c'est pour le bien-être, c'est pas dans le cadre de c'était mieux avant. Je suis pour le progrès. Moi, si les semenciers ou des sélectionneurs veulent nous faire rendre le colza plus ou moins protéagineux, parce que j'ai eu dans ma jeunesse un prof d'agronomie qui avait fait une thèse là-dessus et ça marchait.
Donc par derrière, les moyens de l'agrochimie, je pense au grand AZF, a fait pression pour pas que la recherche avance dans ce domaine. Au lieu d'aller balancer le deuxième coup d'azote qu'il faut que je fasse la semaine prochaine, je serais très content que ce colza capte l'azote de l'air sans me demander mon avis et sans demander l'avis à Yannick Jadot et à Emmanuel Macron. Voilà, moi je suis pour le progrès, mais un progrès qui pourrait être raisonnable et maîtrisé, et puis qui ferait un équilibre écologique bien meilleur que ce que l'on fait à l'heure actuelle. Ah, c'est vrai que François Després, parfois en écoutant et en regardant un peu la situation et en voyant la situation, on a l'impression que c'est pour certains la peste ou le choléra. C'est-à-dire que c'est ou la recherche ou les pesticides. C'est les seules alternatives ? Donc, comme je disais tout à l'heure, c'est qu'il y a, pour cette fameuse transition agroécologique, il y a beaucoup de leviers. Il est certain que tout le monde souhaite, en tout cas la société, les consommateurs, mais je pense aussi les agriculteurs, parce que ça coûte cher. Tout le monde cherche à diminuer les intrants de synthèse. Les intrants, que ce soit les engrais, mais en particulier et peut-être surtout les pesticides. Et de toute façon, ils vont diminuer puisque les autorisations sont de plus en plus rares. Et on a besoin de solutions alternatives qui seront des solutions complexes, où il y aura de l'agronomie, il y aura sans doute de la robotisation, il y aura du biocontrôle, il y aura des variétés. Et je trouve que c'est pour le métier des exploitants agricoles, des agriculteurs, et je pense que Philippe Ribaud sera d'accord, c'est aussi assez exaltant parce que avoir des cultures avec une façon de faire monolithique qui tiennent pas vraiment compte de l'interaction locale entre l'environnement, l'ensemble du système d'exploitation, la parcelle et la variété, c'est pas une fin en soi. Donc je pense que cette évolution, elle apporte de la complexité, mais elle rend aussi de l'intérêt au travail d'agriculteurs. Et faire accepter une technique par tous, c'est là la plus grande des complexités, parce que il va falloir faire de la pédagogie, encore plus de pédagogie que jusqu'à présent. Et vous le disiez tout à l'heure, ne pas renouveler l'erreur des OGM, qui a été aussi en partie une erreur de pédagogie. Oui, alors la pédagogie, il faut la faire d'abord à travers l'enseignement. Il faut aussi que les entreprises et les instituts qui font de la recherche, parce qu'il y a la recherche privée, mais il y a naturellement beaucoup de recherche conduite dans le cadre des institutions de recherche publique. Il faut que que la recherche soit transparente, soit ouverte. Et dans le cadre de l'interprofession, moi, j'encourage les obtenteurs, les instituts de recherche et sélectionneurs à accueillir le maximum de gens dans nos champs, dans nos serres, dans nos laboratoires, pour expliquer ce que nous faisons déjà à la population locale, puisqu'on est répartis sur tout le territoire national, également les écoles, les lycées professionnels, les écoles d'ingénieurs, pour que cette jeune génération ait confiance dans le progrès et dans le fait que ce progrès, il est mis en œuvre dans nos laboratoires, dans nos champs d'essai. Franck Berger, des jeunes, voire des citoyens également, dans les entreprises adhérentes de l'Union française des semenciers, c'est possible? Ça va exister ou ça a déjà existé? Je veux dire des jeunes qui travaillent dans nos entreprises, bien entendu, il y en a beaucoup qui nous rejoignent. Il y a beaucoup de jeunes qui sont formés au métier de la science, qui s'intéressent à ce qui se passe dans le domaine de l'agriculture en général et dans le domaine Je ne parlais pas des jeunes qui vont travailler chez vous. La question, c'est le grand public, les citoyens, les consommateurs. Qui viennent nous visiter, vous voulez dire. Voilà. Oui, tout à fait. Évidemment, on essaye le plus possible d'être ouvert et de montrer ce que nous faisons. Dans le cas de l'UFS, d'ailleurs, nous avons des partenariats avec des écoles et nous faisons des événements en région, des plateformes de discussion pour comprendre quelles sont justement les attentes et la compréhension de nos métiers de ces jeunes pour mieux expliquer. Et c'est vrai que François Després a tout à fait raison. En fait, dès qu'on rentre un petit peu dans la connaissance et dans l'explication, tout de suite, un certain nombre d'idées parfois reçues, en tout cas toutes faites,
se dilue assez rapidement et de la connaissance en général naît l'intérêt et je dirais la compréhension pour la valeur de ce que nous pouvons proposer en termes de progrès à l'agriculteur, pour les agriculteurs, pour aussi l'économie de leurs exploitations, mais plus globalement également pour des bénéfices à caractère sociétal. Alors justement, Philippe Ribaud, l'exploitation de la famille Ribaud, on va pouvoir la visiter, vous allez pouvoir nous expliquer ce que vous faites. C'est faire comme les entreprises semencières qui disent vouloir ouvrir leurs portes. Vous allez aussi ouvrir les portes de votre exploitation? C'est possible, c'était même mon intention l'an dernier, mais la crise du Covid nous a coupé les jambes puisque nous organisons un vide-grenier kermesse sur notre village en retrait de la route principale, donc c'est tranquille. Et je comptais, au vu de la crise, vu du manque de relations qu'il y a ou le fossé qui se creuse entre les agriculteurs et la partie population, faire cette explication de texte le matin et l'après-midi auprès de la population qui aurait voulu s'arrêter sur notre présentation. Oui, il y a besoin de faire cela pour mieux se comprendre. Et ce que je voulais ajouter par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure, c'est que dans cette transition agroécologique, on veut bien la faire, mais il faut qu'on la fasse raisonnablement qu'il n'y ait pas de cassure. C'est-à-dire qu'on ne soit pas dans le vide en supprimant des produits phytosanitaires trop rapidement, et que derrière la science n'est pas suivie et qu'on n'ait pas ces variétés résistantes qui soient arrivées sur le marché. Je prends l'exemple que M. Després connaît sans doute bien, et peut-être M. Berger aussi. Il a été mis au point une variété d'orge d'hiver qui est résistante à des pucerons qui peuvent l'attaquer à l'automne, et il me semble là entendre dire qu'elle produit moins que les variétés d'avant. Alors c'était pas mieux avant, mais voilà. Mais cette on semaine, en revient toujours à peu près à la même chose. J'ai appliqué de l'azote, le deuxième apport d'azote sur mes orges d'hiver, et j'ai mes semences certifiées qui sont côte à côte dans le même champ. Et la joyau, pour l'instant, elle est plutôt pas jaune comme les luminaires qu'il y a là-bas, mais elle est pas verte quoi. Et les autres à côté ressemblent à de l'orge d'hiver, c'est-à-dire du vert de ces plantes-là, à même dose d'azote, à même produit désherbant cet automne. Donc ce que l'on demande, c'est que, ce que je demande, et aussi au sein des participants de la CNDSF, la Coordination nationale de défense des semences fermières, c'est que la productivité ne soit pas oubliée par les semenciers. Il faut que ça soit, pour l'instant, dans l'équilibre des revenus des agriculteurs, c'est quand même la productivité et la qualité qui nous font vendre nos produits à un prix mondialisé, certes, mais qui nous font vendre un prix. Donc, faut pas qu'on se loupe là dans cette transition, parce que ça va être dangereux. Et ça sera encore un peu plus d'importation de produits qui poussent avec des contraintes environnementales beaucoup moins importantes que celles que l'on a sur nos exploitations. Alors justement, pour des entreprises comme la vôtre, Monsieur Després, est-ce qu'on vous demande pas l'impossible aujourd'hui? Parce que les politiques, quand on les écoute, ils sont un petit peu tel le général de Gaulle qui sautait sur sa chaise dans l'Europe. Là, on vous dit transition écologique. On supprime des moyens pour certains agriculteurs qui ne peuvent plus utiliser un certain type de produit. Sauf que vous n'êtes pas forcément prêt derrière à avoir les semences de substitution, parce qu'il faut quand même un certain nombre d'années pour les mettre au point. Est-ce qu'ils ne sont pas en train de vous demander l'impossible ? Le temps de la recherche, même s'il a été raccourci considérablement, s'agissant de la création variétale, quand j'ai commencé dans le métier, pour créer une nouvelle variété d'orge, par exemple, entre le croisement initial et l'inscription, il s'est écoulé 10 à 12 années. Aujourd'hui, on est sur un pas de temps, grâce au recours à un certain nombre de techniques, à la précision de la sélection, on est plutôt sur 6-7 ans. Donc on a ce qui est quand même énorme, 6-7 ans. C'est un gain énorme. Et les techniques dont nous parlons, les techniques d'édition de gènes, permettent encore d'être plus rapides et surtout d'être plus précis, et nous donnent la promesse ou la perspective de pouvoir associer au sein d'une même variété des caractères favorables, donc des caractères qui restent très importants, le rendement, la qualité technologique pour de l'orge brassicole par exemple, mais aussi la résistance à des maladies ou à des ravageurs qui ne peuvent plus être traités
par des solutions chimiques. Mais tout ça prendra toujours un peu d'années et Philippe Rigaud a raison de dire qu'il ne faut pas que les solutions traditionnelles, on va dire les solutions chimiques, disparaissent plus rapidement qu'apparaissent les autres solutions, dont celles apportées par la génétique et l'amélioration des plantes, pour ne pas laisser les agriculteurs et les filières dans des situations d'impasse technique. D'une certaine façon, c'est ce qui s'est passé ou ce qui a failli se passer pour le glyphosate, d'où les hésitations des pouvoirs publics sur la date d'interdiction définitive et totale. Et après, on doit procéder par des dérogations. On l'a vu cette année avec la jaunisse de la betterave sucrière, qui a conduit le ministre de l'Agriculture à promulguer une loi, à faire voter une loi qui permet à nouveau pendant un an, 2 ans ou 3 ans de traiter avec des néonicotinoïdes les semences de betterave sucrière, parce qu'il n'y a pas de solution par les variétés végétales pour l'instant. Il y en aura. Ce qui politiquement était compliqué d'ailleurs, parce qu'il y avait la pression de la ministre de l'Environnement qui, elle, ne voulait pas en entendre parler. Oui, parce que c'est elle qui avait beaucoup milité pour qu'il soit interdit. Et là, on a vraiment l'exemple parfait. La solution politique était simple. On interdit les néonicotinoïdes sur toutes les espèces à partir de telle date, sans se poser de questions. Le résultat, c'est la catastrophe sur les productions de betteraves sucrières et quelques autres productions d'ailleurs dont on a beaucoup moins parlé à la récolte 2020, et on est obligé d'accorder des dérogations avec toutes les questions que ça pose à la fois en France et puis dans les pays voisins. Est-ce que c'est pas votre principal problème, ça, Philippe Ribaud? J'allais dire, c'est pas tellement les groupes écologistes, les choses, c'est les politiques. Les politiques qui finalement se servent un petit peu de l'agriculture et de certains messages un peu forts. On parle de l'environnement et tout ça à des fins électorales. Tout à fait, là vous êtes en plein dans le sujet. C'est une catastrophe d'agir comme Madame Barbara Pompili a agi en 2016, et pas plus tard qu'il y a une quinzaine de jours, j'ai rencontré une élue écologiste du Sud-Ouest et qui me dit, je lui parle de cette catastrophe sur les betteraves, soit dit en passant, sur les betteraves, il faut pas que le gouvernement hésite trop longtemps, et à ce propos je tiens à féliciter Julien Denormandie, notre ministre de l'Agriculture, qui a pris la bonne décision, parce que sinon, en 2 ou 3 ans de temps, la culture de la betterave, mais alors disparaît de la France, et ce sont des sucreries qui ferment avec des milliers d'emplois derrière. Et puis le sucre qui viendra de bonne qualité, bien évidemment, du Brésil et d'autres pays, comme je disais tout à l'heure, la Russie est en pleine expansion, ils ne demandent que ça, voilà, avec des semences parfois européennes, oui. Ils vont nous faire de la betterave et ça va pas être un souci. Donc ces politiques, là, faut qu'ils arrêtent de faire les guignols ou de la réaction électoraliste, et puis qui nous laisse en souffrance, parce que il y a un rapport d'un sénateur qui est sorti il y a pas très longtemps là sur le suicide des agriculteurs, et 95% des suicides sont dus à des difficultés économiques des agriculteurs, mais à l'intérieur de cela, il y a toutes les difficultés qui s'amoncellent les unes sur les autres, et ça peut en faire partie, notamment pour ceux qui, à la récolte 2020, ont eu des orges d'hiver qui n'avaient pas suffisamment protégé avec un pesticide aérien, et n'ayant plus les néonicotinoïdes à mettre, n'étant plus autorisés à mettre des néonicotinoïdes sur leurs semences, qu'elles soient certifiées ou fermières, eh bien on est parti là sans filet, et il y avait eu des pucerons en forte présence à l'automne 2019. Et je connais des gars, pas très loin de chez moi, qui ont fait du 10 quintaux l'hectare au lieu de faire 80. Donc il faut faire attention. D'un autre côté, le président de la République nous parle d'indépendance alimentaire. C'est quelque chose qui m'est très cher, mais faut pas faire des bêtises comme ça derrière. Et c'est de l'argent public qui bouche les bêtises des écologistes, puisqu'on a un fonds qui nous est dédié là aux producteurs de betteraves. C'est pas trop compliqué pour y accéder à ce fonds, mais cependant c'est de l'argent public qui bouche les trous, et puis les sucreries qui ont quand même pas fait beaucoup d'heures supplémentaires et qui ont un avenir très incertain. Christophe Boizard, on parle de la nécessité bien évidemment de faire de la pédagogie. Comment on peut s'y prendre? D'abord, vous à titre personnel, comment vous vous y prenez? Je crois que vous êtes utilisateur des réseaux sociaux, comme on dit. Oui, je suis très présent sur Twitter, où je communique beaucoup justement sur le génie génétique, et je pense, pour rebondir sur les propos tout à l'heure de Monsieur Després, que
si on veut toucher l'opinion publique, il est déjà que les semenciers et les chercheurs fassent de la pédagogie auprès des agriculteurs pour montrer qu'est-ce que les nouvelles technologies peuvent apporter déjà sur nos exploitations, et ensuite nous qu'on puisse être ambassadeurs auprès du grand public aussi de ces solutions pour améliorer nos pratiques. Je pense qu'il y a, parce que quand j'entends les propos du collègue tout à l'heure par rapport aux orges, par exemple, les NBT, CRISPR demain permet de modifier un gène et donc ajouter une résistance et donc sans toucher au rendement. Donc c'est quand même quelque chose d'assez formidable. Il faut qu'on puisse l'utiliser. Et je pense que la première étape, c'est aussi, ou une étape parallèle, c'est de faire de la pédagogie auprès des collègues pour expliquer justement l'intérêt de ces nouvelles technologies. Donc beaucoup ont perdu un peu, toute l'histoire de la sélection. Il manque il y a beaucoup d'agriculteurs qui ne savent plus trop comment créer une variété. Et je pense qu'il y a un gros effort de pédagogie à faire à ce point-là. Ouais, et c'est fou ça, François Desprez, on a l'impression, en écoutant Christophe Boizard, c'est qu'il me disait qu'il y a des agriculteurs qui ont perdu la connaissance de ces modes de mise en œuvre, de semences, de nouvelles variétés. Vous allez devoir faire de la pédagogie de base chez ces agriculteurs pour qu'ils eux-mêmes arrivent ensuite à faire passer le message. Oui, il faut dire que nos technologies, ces sujets sont extrêmement complexes. Quand on parle d'édition de gènes de CRISPR-Cas9 en particulier, s'il faut expliquer la technique, c'est une deuxième émission. Oui, ou même une troisième. C'est tout de même très compliqué, mais il est effectivement important, et c'est légitime d'ailleurs que les agriculteurs qui sont les utilisateurs demain de ces produits, mais dès aujourd'hui des variétés améliorées, sachent comment elles sont faites, parce qu'on a l'agriculteur est le meilleur relais auprès du citoyen consommateur en particulier pour démontrer la pratique agricole, la dédiaboliser et convaincre tout le monde que l'agriculture n'est pas un adversaire de l'environnement. Au contraire, tout le monde sait très bien que l'agriculture a besoin de sols en bonne santé, a besoin de biodiversité. On va utiliser les auxiliaires pour la défense des cultures. Donc il est certain que les agriculteurs sont plus crédibles que nous le sommes, nous en tant que semenciers, pour porter ce message-là, mais nous avons aussi notre part de l'explication à faire, en particulier sur les spécificités métiers qui sont les nôtres et qui ne sont pas celles des exploitants agricoles. Tout à l'heure, vous disiez, on a un vrai problème, c'est celui des juges, c'est celui de la justice, des politiques qui se défaussent sur les juges pour obtenir telle ou telle décision. Est-ce qu'il faut malgré tout qu'il y ait des garde-fous, quelque part, pour rassurer aussi à la fois les agriculteurs, mais également et surtout l'opinion publique? De toute façon, la loi, les règlements sont faits par les régulateurs, les législateurs, que ce soit au niveau national ou au niveau communautaire, s'agissant de l'Union européenne. Mais il faut que les textes soient suffisamment précis pour éviter que leur interprétation se fasse à travers le questionnement des juges, que ce soit la Cour de justice de l'Union européenne ou le Conseil d'État, avec le risque d'avoir des réponses qui ne sont pas fondées sur la science. Donc là, il y a une responsabilité politique à assumer, et les politiques doivent eux aussi éclairer l'opinion publique et ne pas être uniquement en réaction à des sondages, à des perceptions, à un certain nombre d'émissions de télévision qui alertent, qui font peur, qui sont anxiogènes. Et comme l'a dit Philippe Rubot, on a vu avec la prise de risque politique de Julien Denormandie sur la question des néonicotinoïdes, comme il était difficile d'expliquer, de faire accepter à la population, et puis d'ailleurs aux sénateurs et à beaucoup de députés, la nécessité de revenir sur cette interdiction, parce qu'on avait justifié il y a quelques années cette interdiction en utilisant des arguments extrêmes qui étaient en partie infondés. Donc finalement,
il faudrait que les politiques viennent dans vos fermes, Philippe. Exactement, on les accueille. Barbara Pompili venant chez Philippe Ribaud. Ah, c'est quand elle veut, c'est pas un problème, mais et Yannick Jadot si possible, mais peut-être pas tous les deux en même temps, parce que pour arriver à leur faire comprendre quelque chose, ces deux-là, ça serait long. Mais cependant, nos problèmes. Même chose, Christophe Boizard, vous seriez prêt à accueillir des politiques pour essayer de les convaincre chez vous? Oui, pas de Absolument. souci, Elle viendrait, ce serait la régionale de l'étape. n'est-ce pas? Donc ce serait possible, ça? Non, mais si, c'est important de communiquer. Bon, après, même, il y a les politiques et puis l'opinion publique. Il y a aussi les politiques qui suivent l'opinion publique. On ne sait jamais trop bien qui. Enfin, c'est un peu l'histoire de l'œuf et de la poule, quoi. On ne sait jamais très bien qui entraîne l'autre, quoi. Mais oui, non, mais il faut qu'on continue à communiquer, et en particulier sur ces nouvelles technologies qui, si on prend du retard, nous font prendre un retard aussi à l'agriculture française, et ça serait dommage, quoi. Mais Franck Berger, est-ce qu'il n'y a pas un problème avec ces technologies et avec l'explication? C'est que c'est tellement compliqué, François Desbrais le disait à l'instant, il faudrait faire plusieurs émissions pour expliquer toutes ces technologies. Est-ce qu'il ne faudrait pas aussi faire un effort de simplification, alors simplifier sans être simpliste, pour qu'on comprenne un petit peu? Ce que vous évoquez là, c'est la question effectivement de la vulgarisation, rendre accessible au plus grand nombre des choses qui, a priori, sont compliquées sur le plan technique et surtout qui sont présentées très souvent comme un petit peu des épouvantails, puisque un des ressorts, souvent, c'est effectivement la peur de la technologie et tout ce qu'elle peut apporter, en tout cas des effets néfastes qu'elle peut avoir, dans une approche où le ratio risque-bénéfice est souvent passé sous silence au bénéfice d'une amplification des risques. Donc vous avez raison. Il faut effectivement qu'on fasse de la pédagogie, mais je pense que cette pédagogie, elle doit en particulier s'appuyer sur la notion de bénéfices qui sont inclus dans les différents produits que l'on peut amener vers le producteur et vers le consommateur. Je vais vous donner un petit exemple qui est lié à une des sociétés dont je m'occupe, qui est une société potagère, la société Villemorin. On vient de lancer commercialement une variété de semences de carottes dont l'utilité est en fait de désinfecter les sols contre un parasite qui s'appelle le nématode. Voilà. Et cette plante, nous permet de substituer une solution chimique qui était une solution de désinfection du sol avec des produits qui ont été retirés du marché parce qu'ils étaient jugés dangereux. Et il nous a fallu près de 20 ans pour développer ce type de technologie, donc une solution, je dirais, qui s'inscrit parfaitement dans la notion de l'agroécologie. Bien, si demain on a, à travers les nouvelles technologies dites NBT, édition de génome, on avait la capacité à faire ce type de développement en quelques années et non pas en 20 ans, je pense que de facto, on aurait beaucoup plus de facilité à expliciter l'intérêt de la mise en œuvre de ce type de technique pour répondre à une substitution de produits dont le caractère est jugé dangereux puisqu'il a été retiré du marché. Voilà, je pense que cette pédagogie, elle passera beaucoup plus par l'intérêt des produits, finalement, que par une explication détaillée de la technique, puisque de toute façon, à un certain niveau d'explication scientifique, déjà, on perd une grande partie du public, et surtout, ce qui est compliqué apparaît souvent comme dangereux, tout simplement parce que on n'arrive pas à en fournir des explications relativement simples. En fait, finalement, François Després, il y a un formidable champ du possible pour vous aujourd'hui. Ces demandes sociétales, ces exigences sociétales, c'est finalement un super terrain de jeu pour vous. De jeu, je ne sais pas, mais en tout cas, les attentes de l'agriculture, dans le cadre à nouveau, hein, le mot n'est pas galvaudé, c'est une réalité. Dans le cadre de cette transition agroécologique, il y a beaucoup d'attentes en matière de variété végétale, en matière d'amélioration des plantes. Franck Berger a cité un exemple tout à fait concret. Et on nous demande de faire plus de choses, d'apporter plus de résultats qu'autrefois, non seulement du rendement, non seulement de la qualité, mais aussi des résistances à des maladies, des ravageurs
dont de nouveaux apparaissent sans arrêt à cause de la circulation des hommes, des marchandises, même si en ce moment elle est un peu freinée malheureusement cette circulation. Mais on a aussi la volonté de diminuer le recours aux intrants de synthèse et d'une certaine façon, la substitution doit être faite par des solutions génétiques qui sont compliquées à construire, mais qui le seront un peu moins si on a accès aux techniques qui ont été évoquées d'édition de gènes. Eh bien, écoutez, c'est ce que l'on verra dans l'avenir, dans un avenir proche, parce que tout ça, finalement, évolue très très vite et avance très très vite, parce que l'opinion publique est demandeuse et fait savoir ce qu'elle attend des entreprises, des agriculteurs. Et donc, on verra tout cela dans les prochains mois et peut-être l'année prochaine, on peut l'espérer, du côté de la porte de Versailles, où se tiendra peut-être le prochain Salon international de l'agriculture. Merci messieurs d'avoir participé à cette émission et je vous retrouve très bientôt sur le plateau de Village Semences.